Merci à vous d'être venu pour ce cours populaire de philosophie. Alors, je vais peut-être d'abord me présenter, parce que certains me connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Donc, je m'appelle Bruce Bégou et j'enseigne la philosophie à l'université de Bordeaux depuis 10 ans. Avant, j'étais à l'université d'Amiens et j'habite Lectoure. Et en fait, il y a quelques années, à Bordeaux, j'avais déjà assuré un cours à l'université populaire de Bordeaux, donc un cours ouvert pour tout le monde, le mercredi soir, pour les gens qui voulaient venir, et qui était un cours sur une année, comme ça, un peu le même, en fait, le même principe que ce que je vais faire ici. Alors, ce que je vais faire, en fait, ce sont des séances d'1 heure et demie, c'est-à-dire 1 heure à peu près, où j'expose certaines idées, certaines thèses, certaines questions, et puis une demi-heure ensuite de discussion. Mais bien évidemment, même pendant la première heure, vous pouvez toujours m'interrompre pour me demander une précision ou une question. Mais si les questions plus ambitieuses, peut-être gardez-les pour la fin. Et les questions plus techniques, simplement dans le déroulé du cours. Alors j'ai choisi comme thème, pour différentes raisons, la question du paysage. Parce que, bon, peut-être à la fois pour des raisons, je dirais, générales et locales. Générale parce que c'est une question qui, bien évidemment, depuis 20-30 ans, occupe beaucoup de gens, des théoriciens de l'esthétique, mais aussi des géographes, des urbanistes, tous les gens qui aménagent au fond le territoire et qui réfléchissent au territoire. Sans doute est-ce dû à des modifications rapides de ce territoire et des modifications du paysage, ce que l'on appelle, bon, même si le terme est mal choisi, la mondialisation a accentué certaines transitions ou transformations très rapides des paysages dans le monde entier, hein, créant des effets que l'on connaît tous, parfois des uniformisations de ces paysages, hein, parfois aussi perte du paysage historique ou traditionnel au profit de nouveaux paysages dus au développement agricole, au développement industriel. Donc la question du paysage actuellement est très débattue. D'ailleurs, j'ai amené quelques ouvrages, je n'ai pas tout amené sur la question du paysage, mais il n'y a pas un mois où il n'y a pas un article ou un livre qui traite de cette question. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont spécialisés en école d'architecture ou à l'école des beaux-arts sur cette question du paysage. Mais moi, je vais l'aborder un peu de manière un peu différente parce que je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'art ni d'art. Hein. Je vais vraiment essayer de réfléchir ensemble au fond ce qu'est un paysage et ce que l'on nomme paysage et ses transformations et la manière dont on peut l'appréhender. Donc c'est à la fois pour des questions, je dirais, générales, mais aussi locales, puisque bien évidemment, ce qui frappe pour un urbain comme moi qui a vécu toujours en ville et dans des très grandes villes, Los Angeles, Paris, puis ensuite Bordeaux, donc je suis passé à des villes de plus en plus petites. Bien évidemment, ce qui me surprend, bien évidemment, c'est la particularité du paysage, et de ce paysage qui m'entoure, hein, et spécifiquement de la Lomagne, hein, qui n'est pas tout à fait le même paysage. Et bien évidemment, quand on est face à cette particularité, on se pose des questions sur l'histoire de ce paysage, sur ses transformations, sur les acteurs qui le transforment, sur les acteurs qui le conservent, sur les acteurs qui l'ignorent aussi, hein, sur la manière dont il est reproduit, hein, par les artistes, les photographes, ou même par n'importe qui. L'une des grandes, sans doute, modifications du paysage de ces 20 dernières années, c'est la numérisation des paysages, c'est-à-dire le fait que, par le développement de la culture numérique, et notamment des téléphones portables et d'applications comme Instagram, etc., tout le monde, au fond, produit du paysage, consomme du paysage, et ce qui fait que cette notion est à la fois utilisée par tout le monde, mais peut-être aussi un peu galvaudée, parce qu'au fond, on ne sait plus vraiment ce qu'est un paysage. Alors moi, mon travail, ça va être d'essayer de se demander, au fond, ce que l'on nomme paysage, quand en fait, on emploie ce terme de paysage, ce que l'on entend par là, et la manière dont on l'appréhende, parce que le paysage, c'est pas simplement, ce que je vais essayer de montrer, c'est pas simplement un spectacle, c'est pas simplement une vue, mais c'est aussi une manière dont on vit dans le paysage, dont on agit sur lui, dont il agit sur nous. Mais ma perspective sera philosophique. Alors j'ai essayé de préciser un peu ce que serait cette perspective philosophique.
C'est-à-dire, c'est essentiellement, je dirais, une pratique conceptuelle et questionnante. En fait, par rapport à l'histoire de l'art, ou même des histoires du paysage, hein, vous rentrez dans une librairie, vous demandez une histoire du paysage, vous allez en avoir. D'ailleurs, je crois que j'en ai amené, non, je ne l'ai pas amené, celle de Rustler, etc. Mais bon, vous avez des histoires du paysage occidental, du paysage européen, du paysage français, du paysage gascon, enfin, vous pouvez tout trouver, ça. Le paysage, ça peut être... Le paysage, la Terre vue de la Lune ou vue d'une station spatiale, c'est un paysage. Une vue comme ceci, alors même si c'est un paysage imaginaire, c'est un paysage. Donc la notion est très large. Le paysage, ça va de la rue, enfin, jusqu'à des espaces, même il peut y avoir des paysages cosmiques, après tout, certaines vues de sondes qu'on envoie dans l'espace qui nous ramènent des images, ou même des images de Mars, etc., ce sont des paysages. Donc le paysage est très, très large, très vaste. Et moi, mon travail d'abord, enfin en tant que philosophe, c'est d'abord un travail de notion. C'est-à-dire, au fond, se dire, mais beaucoup de gens utilisent le terme de paysage, je l'ai dit, des gens qui travaillent en esthétique, des gens qui travaillent dans l'urbanisme, des géographes, même des aménageurs du territoire, que ce soit des gens dans des mairies, des gens au département, etc. Ils parlent de paysage. Ils font même, il y a même des projets autour du paysage, d'aménagement, de transformation, etc. Mais souvent, je crois que les gens, au fond, n'emploient pas le même terme pour dire le paysage, et parfois il y a des malentendus, parce qu'au fond, cette notion est si vaste, si large, et tout le monde y entend quelque chose, que parfois le dialogue est un peu difficile. Alors, questionner, ça va être se demander, au fond, quelles sont les limites, quelles sont les frontières du terme de paysage. Parce qu'au fond, il me semble que l'époque contemporaine, au fond, confond environnement et paysage. Ce que beaucoup de gens appellent paysage, à mon sens, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel on vit, mais ce n'est pas forcément un paysage. Et au fond, si je donne, après tout, faire de la philosophie, c'est poser des thèses, si d'emblée je donne l'une des thèses qui dirigera en fait ce cours, c'est que pour moi, le paysage est essentiellement une notion esthétique. C'est-à-dire que dans la notion de paysage, dans son histoire, dans la manière même dont on se rapporte au paysage, dans la manière même dont on le vit, dont on en parle, il y a toujours une dimension esthétique fondamentale. Dès qu'il n'y a plus cette dimension esthétique, alors on parle d'autre chose, on parle d'environnement, on parle d'écosystème, on parle de territoire, sur lequel on peut appliquer des méthodes agricoles, d'aménagement, du transport, etc., peu importe. Mais quand on va parler de paysage, au fond, c'est en dernière instance, toujours à la fin, pour se dire, ah oui, quand même, bon, les gens ont quand même un sens du beau, il faut faire attention à. Ouais, par exemple, la question des éoliennes, etc., quand on va les installer dans un territoire, la question esthétique arrive souvent en dernier, et comme une sorte un peu de guirlande sur des chaînes de fer, disait Rousseau. Quand tout est bien structuré, en acier, etc., et de manière solide, c'est-à-dire par le biais des sciences physiques, techniques, etc., et comme souvent on n'accepte pas de voir que notre réalité n'est que cela, au fond, on a recours à l'art, à l'esthétique, pour faire passer un peu la pilule de cette dureté, de cette froideur du monde rationnel et technique, et de donner une dimension esthétique à cette expérience-là, pour dire, bon, on a un peu sauvé le côté un peu humain. C'est un peu... Au fond, l'esthétique, très souvent, dans ces discours autour du paysage, c'est-à-dire d'un point de vue non esthétique, c'est-à-dire purement d'aménagement du territoire, c'est un peu une sorte de supplément d'âme qui doit arriver à la fin pour préserver quand même une sorte de susceptibilité des gens qui vivent ce territoire et pour ne pas leur imposer une pure logique technicienne, rationaliste, de l'aménagement du territoire, qui est quand même, soit dit en passant, celle qui domine. Donc au fond, mon but, c'est de montrer que dans le concept de paysage, le cœur même de cette notion, de cette expérience, c'est une expérience esthétique. Et il va falloir essayer de comprendre cette expérience esthétique et comment, au fond, elle se produit, comment elle naît d'abord. Enfin, on va voir, lors de la prochaine séance, je m'intéresserai un peu à la naissance du paysage en Europe, parce que, comme vous pouvez le voir dans les citations que je vous ai données, ce n'est pas une notion qui est toujours apparue. Les latins et les grecs n'ont pas de terme pour désigner le terme de paysage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paysage latin, qu'il n'y a pas de paysage grec. On sait très bien que, bien évidemment, ils ont aménagé leur territoire. Ils ont même eu un souci, quand on voit la manière où ils ont placé leur temple
que ce soit en Sicile, en Grèce, etc. Ils n'ont pas placé n'importe où. Ils ont placé toujours dans des lieux spectaculaires, pour créer des effets esthétiques. Donc sans doute, ils avaient un souci du paysage. C'est-à-dire qu'ils envisageaient une vision globale de l'individu découvrant le temple, découvrant la ville, etc. Donc, mais pour autant, il n'y a pas de terme qui, en grec ni en latin, ne désigne le terme de paysage. Donc bien évidemment, il va falloir s'intéresser à la naissance du terme de paysage, pourquoi il naît à un moment donné, et comment ensuite il se développe, et comment les gens vont l'utiliser, se le réapproprier dans différents supports d'ailleurs. Parce qu'au départ, le paysage, il naît essentiellement dans la littérature. C'est un terme littéraire. Et ensuite, il devient pictural, puis au fond, après, c'est un terme qui, au fond, s'étend, qu'on peut utiliser, même si on n'est ni peintre ni écrivain, bien évidemment, on utilise le terme de paysage. D'ailleurs, il suffit de se promener sur une route, vous avez une carte Michelin, et donc en vert, vous avez les parcours paysagers. On vous dit, spectaculaire, là, si vous prenez cette route, vous aurez de beaux paysages, etc. Donc vous voyez, c'est une notion qui s'étend très, très, très lointain, de manière très, très lointaine et très, très vaste. Alors ma deuxième thèse, que j'essaierai de justifier, la première, donc au fond, le paysage est essentiellement une notion esthétique. Les géographes, les urbanistes, les aménageurs du territoire, quand ils parlent de paysage, en fait, ils parlent d'autre chose, ils parlent de ce qui les intéresse à eux, c'est-à-dire une vision rationaliste, technicienne du territoire qu'ils doivent aménager, qu'ils doivent transformer en vue de finalités qui sont essentiellement des finalités utilitaires. Mais à mon sens, c'est... Alors, ça produit du paysage, bien évidemment. Mais malgré eux, bien évidemment, Fos-sur-Mer, à l'étang de Berre, toutes ces usines, etc., ça produit un paysage industriel. Mais bien évidemment, le but de Total, d'Elf ou autre, c'est pas de produire du paysage. Donc, souvent, ceux qui produisent du paysage, c'est précisément ceux qui n'ont aucun sens esthétique et dont les finalités esthétiques sont nulles. Et ceux qui veulent, en fait, produire esthétiquement le paysage, ben, eux, ils sont cantonnés à leur petit jardin privé pour produire ce paysage-là, mais ils n'ont pas accès à la production générale du paysage. Mais globalement, le paysage est produit par des gens qui n'ont aucune formation esthétique et qui se contrefichent même des finalités esthétiques. La deuxième thèse, c'est que même si le paysage, au fond, vibre dans le champ de notre expérience esthétique, c'est-à-dire, au fond, de notre souci que nous avons de trouver ce qui nous entoure de manière immédiate ou non immédiate, et qui produit une certaine jouissance esthétique, beau, sublime, joli, etc. Donc même si le paysage est une notion esthétique, il me semble qu'il reste quand même une notion théorique. Alors je vais m'expliquer. Ce n'est pas un hasard, et on le verra lors de la prochaine séance, si la notion de paysage, la culture du paysage et la sensibilité au paysage, elle naît en Europe au XVe, XVIe siècle. C'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à utiliser le terme de paysage, dans toutes les langues européennes d'ailleurs, que ce soit l'allemand, le hollandais, l'anglais, landscape, landschaft, landscape, paysage en français, ça apparaît 15e, 16e siècle. Alors je me suis souvent demandé, mais pourquoi ? Parce que ça n'apparaît... L'histoire est rarement une production de génération spontanée, les choses n'apparaissent pas comme ça, par miracle, etc. Sans doute que si la notion de paysage apparaît, et non seulement si elle apparaît, mais si elle devient populaire, c'est-à-dire que c'est un terme qui au départ est un néologisme, mais qui est adopté visiblement par tout le monde, puisque tout le monde, globalement, dès le XVIIIe siècle, tout le monde parle de paysage, etc. Et il y a des grands peintres de paysage, Hubert Robert et d'autres. Bon, c'est une notion qui devient très rapidement populaire. Alors je me suis demandé pourquoi ça apparaît à ce moment-là. Il me semble, et c'est la thèse que je vous propose et qu'on essaiera de discuter, que c'est dû au fond à la transformation pré-moderne de l'Europe par la science et la technique. C'est-à-dire que le XVe et le XVIe siècle sont déjà au fond les prémices de la révolution scientifique copernicienne, galiléenne, Kepler, etc. Bon, milieu XVIe siècle, mais qui est déjà amorcé par la Renaissance italienne. Et au fond, il y a là un nouveau rapport au monde qui n'est pas le rapport, par exemple, de l'homme du Moyen-Âge. L'homme du Moyen-Âge, il vit dans un monde qui n'est pas le monde dans lequel va vivre l'homme du XVIIe siècle, qui
voit déjà les transformations par la science, nouvelle vision du monde, due à l'importance de la science et au développement des sciences, et aussi transformation technicienne du monde, déjà induite par les grandes découvertes de l'Amérique et autres, et par le développement des techniques du capitalisme aussi, et des pré-industries. Parce que l'industrie, c'est pas que le 19e siècle, ça commence ses prémices. Et au fond, ce développement d'un rapport rationnel, technico-scientifique au monde qui nous environne, change le rapport de l'homme médiéval à son entourage, à son environnement. Et ce rapport-là, au fond, il est de quel type? Il est ce que Galilée, l'un des, on pourrait dire, je dirais, des champions de cette transformation, même celui qui est l'auteur, le scientifique le plus intéressant, appelle la mathématisation. En fait, ce nouveau rapport au monde, c'est un rapport au monde où l'homme de science, aidé en cela par le technicien, va comprendre le monde comme un monde essentiellement déterminable par des chiffres, par des mathématiques. Galilée dit, voilà, le langage de la nature est écrit en langage de mathématiques, tout est mathématisable. La nature, ce n'est que du mathématisable. Au fond, tout le reste, toutes les autres qualités, la nature, c'est quoi? C'est son décor étendu, c'est de la géométrie et du mouvement, de la mécanique. C'est pour ça qu'on parle de mécanique galiléenne. Or, tout est calculable, tout est géométrisable, tout est mathématisable. Et donc, ce qui naît à cette époque-là, 15e et surtout 16e siècle, c'est une vision mathématicienne du monde, qui existait, enfin les mathématiques existaient avant, mais les mathématiques étaient des mathématiques simplement liées à des domaines très particuliers. Bien évidemment, ils étaient parfois appliqués à des applications techniques, mais toujours locales, jamais dans une systématisation du monde. Or, ce que Galilée produit, c'est l'idée que le vrai monde, le monde réel, c'est le monde mathématisable. Le reste, alors c'est quoi le reste? Parce que reste-t-il? Parce que si le monde qui nous entoure n'est rien d'autre que des chiffres, si le monde qui nous entoure n'est rien d'autre que du calculable, que du géométrisable, que du mathématisable, que faut-il faire du reste? C'est-à-dire des sensations que nous avons de ce monde, des sensations affectives, expressives, de la tradition, des qualités que l'on accorde à tel ou tel lieu, etc. Et je crois que fondamentalement, c'est là où j'en viens à ma thèse, je crois que fondamentalement, l'essor du paysage, l'essor de la pensée du paysage, l'essor de la sensibilité au paysage est une compensation de l'homme occidental et de l'homme européen face à cette rationalisation technique froide, au fond, du monde. À mesure que la science désenchante le monde, comme dit Max Weber, c'est-à-dire à mesure que la science fait du monde simplement de l'étendue et du mouvement, décor étendu et mouvement, donc qu'on peut réduire à du calcul, à partir du moment où la science dit « ça, c'est le monde vrai », l'homme réagit, parce qu'il ne peut pas accepter, d'une certaine manière, il accepte, parce qu'il voit bien les innovations techniques qui en découlent, il voit bien le gain scientifique qui se développe. Donc, bien évidemment, il ne le refuse pas. Il accepte ces avancées techniques, ces avancées scientifiques, mais du point de vue de son existence à lui, du rapport qu'il a à son environnement, il ne peut pas accepter que son environnement soit réduit simplement à des mathématiques. Vous avez un auteur où ça transparaît dans toutes ses pages, c'est Pascal, par exemple, qui lui-même est un scientifique, un mathématicien, et qui est le premier grand critique, au fond, de cette mathématisation du monde. Alors lui, non pas au nom du paysage, au nom du rapport à Dieu, mais au fond, on peut lire Pascal en ayant une vision, je dirais, athée, parce qu'au fond, ce que Pascal dit, et il le dit d'autant plus que lui, il le connaît, parce que c'est quand même un très grand scientifique, un très grand mathématicien, il dit cette mathématisation du monde, au fond, n'apporte aucun sens, n'apporte aucune valeur à l'existence. Et pour lui, ce qui apporte de la valeur à l'existence, c'est le rapport à Dieu, bien évidemment. Mais, on pourrait dire, mais ce désenchantement, ou cette dévalorisation qualitative du monde, puisque le monde n'a plus de qualité, puisque le monde n'a plus d'expression, puisque le monde est réduit à des corps étendus et en mouvement, ce qui fait même dire à Descartes, qui lui était un philosophe qui adoptait les lois de Galilée, qui se revendiquait de Galilée, ce qui fait même dire à Descartes qu'au fond, celui qui connaît mieux la nature, c'est l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas, il touche. Or, que touche-t-il? Il touche des corps et du mouvement. Comme l'aveugle, au fond, est privé de toute la qualité visuelle,
c'est lui qui connaît mieux la nature que celui qui voit, parce qu'au fond, l'aveugle a une conscience mathématique beaucoup plus importante que le voyant, qui lui est en quelque sorte submergé par les qualités visuelles et qui ne voit pas que le monde n'est rien d'autre que des corps étendus et du mouvement. Or, l'aveugle ici, bien évidemment, lui, puisqu'il ne sent pas puisqu'il ne sent pas la couleur, puisqu'il ne sent pas les degrés d'intensité, puisqu'il ne voit pas la variété, etc., ce qu'il voit et ce qu'il sent, au fond, c'est simplement de l'étendue et du mouvement. Donc, il connaît mieux le monde que l'homme voyant. Et donc, il me semble que l'essor du paysage et le développement de cette sensibilité au paysage va être une sorte de réaction de l'homme européen face à la mathématisation, face à la rationalisation, face au désenchantement du monde, en réenchantant, au fond, le monde par le rapport, par l'invention du paysage spectaculaire, qui va compenser, au fond, la froideur technicienne du rapport au monde par, au fond, l'art. Et, en un sens, l'art lui-même va être un promoteur d'un nouveau rapport au monde, qui va être un rapport au monde esthétique, sensible, affectif, expressif, où le monde va être signifiant, hein, et ils vont, d'une certaine manière, marcher parallèlement l'un avec l'autre, c'est-à-dire développement du champ scientifico-technique qui, lui, se contrefiche de ses valeurs esthétiques, hein, et, à côté, développement de la sensibilité artistique, qui elle-même, d'ailleurs, s'autonomise aussi. Parce que l'art au Moyen-Âge n'a pas de valeur esthétique. L'art au Moyen-Âge est essentiellement une pratique religieuse qui vise à rendre, au fond, à rendre hommage à des divinités, à des épisodes bibliques ou autres, etc. Mais il n'y a pas véritablement de sensibilité esthétique, et l'esthétique ne se constitue pas comme sphère autonome. Mais elle va se constituer comme sphère autonome à partir du moment où, bien évidemment, au fond, on va donner à l'art un rôle qu'il n'avait pas au Moyen-Âge, parce que son rôle va être un rôle de compensation, va être un rôle, au fond, de manière de réagir à l'extrême froideur de la rationalisation par une sorte de requalification, de redonner une sorte de qualité au monde vécu, à l'environnement, d'où la représentation du paysage, qui vont se développer au même moment où ce paysage va être progressivement transformé par la science, surtout par ses applications industrielles au XVIIIe et au XIXe siècle, au même moment, au fond, va se développer une esthétique paysagère que je vois, pour ma part, comme une sorte de réaction, et même, je dirais, de réaction, au fond, impuissante. De réaction impuissante. Parce que, bien évidemment, au fond, l'expérience esthétique du paysage, même si elle a sa propre valeur, bien évidemment, on peut jouir de paysages et on achète des livres de photos où on voit des paysages, qu'on visite un pays étranger, bien évidemment, cette jouissance du paysage est une partie importante des raisons pour lesquelles on se déplace. Bien évidemment, on peut y aller pour rencontrer une culture, pour rencontrer des gens, mais aussi pour rencontrer de nouveaux paysages et pour, au fond, se jouir de nouveaux paysages. Mais il me semble que cette compensation restera toujours, au fond, en retard par rapport à la transformation rationnelle et technique du monde. Donc, c'est une vision un peu pessimiste, mais j'essaierai un peu de la justifier en voyant quelques textes et quelques auteurs qui peuvent nous permettre d'étayer ces deux thèses. Donc, au fond, première thèse, la notion de paysage est une notion essentiellement esthétique. Deuxième thèse, au fond, c'est une notion qui est une réaction à l'excès de théorisation du rapport de l'homme au monde et qui va compenser cette théorisation par une sorte de rapport expressif et esthétique à son environnement, d'où le fait que ces représentations picturales, littéraires, vont se développer, et on le voit très bien dans la littérature. Dans la littérature du Moyen-Âge, vous n'avez quasiment pas de description de paysage. Dans la chanson de Roland ou dans les chansons de gestes, etc., on vous dit, bon, il monte une montagne, il gravit une montagne, il s'abreuve à une rivière, point. Vous allez commencer à avoir des descriptions de paysages quand au XVIIe siècle, Honoré d'Urfé, voilà, l'Astrée. Donc c'est un roman qui commence à décrire le vallon autour de Saint-Étienne, donc le Forez,
hein, et donc pendant 4 pages, vous avez une longue description du forêt, etc. Ça, c'est tout à fait nouveau. Dans la littérature avant le XVIIe siècle, vous avez quasiment aucune description de paysage. Même chez Rabelais, etc. Bon, on vous dit, voilà, bon, il traverse, bon, les voyages de Gargantua, Pantagruel sont multiples, etc. Mais à chaque fois, quand vous regardez les descriptions des paysages, ils vont même en Arctique, ils vont dans le désert, etc. Bon, ben, c'est un désert de glace, point. Ou c'est un désert de sable, point. Il n'y a aucune description de paysage. Il n'y a pas de sensibilité au paysage. Mais elle va se développer au XVIIe, notamment en littérature et un peu avant en peinture. Je m'intéresserai surtout à un peintre hollandais qui s'appelle Patinir. Peut-être je vous projetterai des tableaux de Patinir comme un des premiers, au fond, à représenter le paysage. Et au fond, si j'essaie de comprendre cette émergence soudaine non seulement de la notion, mais aussi de la pratique picturale, littéraire et du goût des gens pour les paysages, parce que bien évidemment, tout de suite, on voit que ça fonctionne. Il y a des reproductions en gravure, etc. Les gens vont collectionner, vont devenir des amateurs de paysages. Même dès le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a un tourisme de paysages. C'est-à-dire ce qu'on appelait le Grand Tour, etc. On va en Italie, on va en Orient, etc. pour voir aussi des paysages. Alors différents types de paysages, bien évidemment paysages de ruines, etc. mais pas que. Etc. Donc cette sensibilité-là, me semble-t-il, elle va naître comme, au fond, une réaction à l'excès de la théorisation. Ça va être Mais en même temps, et c'est là le paradoxe, je crois que le paysage, tout en étant une réaction à la théorisation, reste lui-même une théorie. C'est-à-dire reste lui-même un regard distant par rapport au monde. Donc ça serait une troisième thèse, c'est de dire au fond que si le paysage doit compenser l'écart entre l'homme et son environnement, parce que la science et la technique a créé un monde compréhensible seulement par les savants, et donc l'homme ne peut plus adhérer à ce monde-là, même s'il sait que les sciences et les techniques transforment ce monde dans le sens qui doit être l'amélioration de la vie pour tous. Après, on peut en discuter, etc. Mais en tout cas, globalement, l'homme occidental est persuadé de ce progrès-là. Par contre, il sait très bien qu'il ne peut plus adhérer à ce paysage technoscientifique. Et on le voit bien d'ailleurs dans la science-fiction, que c'est ce paysage technoscientifique qui devient lui-même un objet de jouissance, etc. Enfin, ou d'imaginaire. Donc comme le paysage, au fond, enfin comme l'homme du paysage ne peut plus adhérer simplement de manière affective à ce monde désenchanté, il le compense par l'expérience paysagère. Mais la troisième thèse que je développerai, c'est qu'au fond, le paysage reste encore une sorte d'attitude technoscientifique. Parce qu'elle reste encore une distance. C'est-à-dire que le paysage reste encore un spectacle à distance. Quelque chose qui, loin de réconcilier l'homme avec son environnement, loin de refondre l'homme dans son environnement comme pouvait être l'homme du Moyen-Âge, au fond, le dernier qui parle de ça, c'est Montaigne. Lui, il n'est pas encore dans ce monde technoscientifique, Montaigne. Lui, il parle encore de ce monde-là. Mais au fond, le paysage, croyant compenser l'écart entre l'homme et son monde, ne va pas le creuser, mais il ne va pas réussir parce qu'il va rester une distance. Donc ma troisième thèse, c'est qu'au fond, le paysage, tout en étant une réaction à la théorie, reste lui-même une théoria, c'est-à-dire un regard distant vis-à-vis de son environnement. Et on verra d'ailleurs avec les pratiques contemporaines de certains artistes, d'installation, etc., cette volonté de réduire cette distance, notamment par des processus immersifs, par des processus participatifs, etc., parce qu'ils voient bien que le paysage, au fond, le paysage classique reste encore un écran entre soi et son environnement. La reproduction picturale, la reproduction littéraire, la reproduction photographique, on consomme de la distance. C'est-à-dire, loin de réduire l'écart entre son environnement et soi, écart qu'avait creusé la science, au fond, le paysage n'arrive pas, quand je disais n'arrive pas à rattraper ce retard-là, parce que, alors je ne dis pas qu'il creuse encore plus cet écart, mais en tout cas, c'est une compensation, me semble-t-il, inefficace pour refondre l'homme dans son environnement. Et, alors, je n'aurai pas le temps de le faire, mais au fond, bien évidemment, c'est aussi une réflexion sur l'écologie, sur le rapport qu'on a dans son environnement, parce que, bien évidemment, le plus mauvais biais, me semble-t-il, de la pensée écologique, c'est la pensée esthétique, paysagère. Et alors, même si c'est celle qu'utilise, bien évidemment, la sensibilité écologique, qui très souvent utilise ce biais pour sensibiliser les gens à la défense de l'environnement, ils le font par la préservation du paysage.
évidemment, en développant la sensibilité au paysage, en disant par exemple si un paysage est dégradé par la pollution, etc., vous voyez, il faut tout faire pour préserver les paysages naturels, sauvegarde par des parcs nationaux, etc. Mais, me semble-t-il, ce que l'écologie ne voit pas, qui d'ailleurs elle-même est très souvent le prolongement de cette pensée techno-scientifique et bureaucratique, parce qu'au fond, elle a une conception hyper rationaliste du rapport à l'environnement. Il faut compter le nombre d'oiseaux, il faut, etc., comprendre l'environnement comme une sorte de système organisé, et donc on doit intervenir et pas trop intervenir. Au fond, bon, la plupart des penseurs, quand on regarde la plupart des premiers penseurs de l'écologie, sont tous des ingénieurs, c'est pas un hasard, parce qu'ils viennent de cette pensée techno-scientifique. Et c'est pas un mal, c'est pas un reproche que je fais ici, c'est une donnée. Sauf que la vision qu'ils ont eue de l'écologie, c'est une vision techno-scientifique. Or, me semble-t-il, je ne sais pas s'il y a une possibilité de réconcilier l'homme et son environnement, de revenir à la fusion et à la participation affective et expressive de l'homme du Moyen-Âge ou de l'homme de l'Antiquité avec son environnement, que le développement des sciences et des techniques modernes qui ensuite produit l'industrialisation au XIXe siècle a creusé et a détruit. Ce dont je suis persuadé, c'est que la position esthétique ne pourra pas le faire. En tout cas, la position esthétique en tant qu'elle reste à la notion de paysage, parce que le paysage, et je vais essayer de le montrer avec nos différents auteurs, notamment des auteurs allemands comme Simmel, Ritter, etc., le paysage lui-même et le rapport que l'on a au paysage reste un rapport théorique. C'est-à-dire, théoria, en grec, la théoria, c'est un regard de ce qui est lointain. On parle de théoria d'abord dans les textes grecs, chez les astronomes. La théoria, c'est le regard que l'on porte sur le cosmos, notamment sur les étoiles. C'est ce qui est lointain. Pour le regard immédiat, on parle oxys. On dit oxys, c'est le regard de ce qui est immédiat. Mais dès que le regard est un regard lointain, on parle de théoria. Or, il me semble, et je vais essayer de le montrer, donc c'est ma troisième thèse, que toutes les théories du paysage, c'est-à-dire théories de philosophes, mais aussi d'artistes, puisqu'on va voir je vais m'intéresser à des artistes romantiques, notamment Friedrich et Carus, etc. Quand on regarde leurs textes et quand on regarde ce qu'ils disent sur le paysage, au fond, c'est la distance qui les intéresse. Et au fond, le paysage, c'est une sorte de jouissance de la distance. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, bien évidemment, quand je parlais de sa numérisation, de sa jouissance sur Instagram ou dans le tourisme de masse, etc., bien évidemment, ce n'est pas un hasard, parce que ce sont des pratiques quand même de la distance, et que ce soit celle du tourisme ou celle de la consommation d'images sur Internet, sur Instagram. Et donc, loin de réconcilier, au fond, l'homme et son environnement, le paysage ne fait qu'être un écran entre l'homme et son environnement. Donc ma troisième thèse, vous voyez, c'est qu'au fond, la deuxième pouvait faire croire que le paysage était une réaction à la théorisation, mais c'est une réaction qui est elle-même, au fond, produite par la théorisation. Un de mes professeurs de Kent qui disait toujours « un contre-torpilleur est un torpilleur ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la réaction à quelque chose est toujours de la même nature que le quelque chose à quoi elle réagit. Donc il est bien évident, comme le paysage réagit à l'hyper-rationalisation, il est lui-même le produit de l'hyper-rationalisation. Et c'est pourquoi le paysage reste une théoria. Alors ça, c'est un peu le cadre un peu général, mais maintenant, je vais vous dire un peu comment je vais procéder. Donc vous voyez, il y a ces trois thèses qui seront un peu les fils directeurs en fait, du cours, mais je préférais les donner d'emblée parce qu'au fond, je l'ai dit, le travail philosophique, c'est un travail de clarification des notions, de questionnement de ces notions, mais c'est aussi un travail qui doit proposer des thèses. C'est-à-dire qu'au fond, il faut qu'il y ait une prise de risque conceptuelle et de dire, ben voilà, après avoir clarifié tel ou tel concept, après avoir vu les problèmes qu'il pose, il faut quand même se dire, oui, mais au fond, qu'en est-il d'eux ? Et donc une thèse, c'est toujours une base pour une argumentation. Donc ces trois thèses, bien évidemment, on va les discuter, on va peut-être les objecter des choses, les contester, mais elles serviront comme ça de fil directeur. Alors, je vais juste donner quelques éléments. Alors, déjà peut-être un plan, pour voir un peu comment je vais procéder. Alors, dans un premier temps,
j'ai fait un plan en 3 parties, bon c'est un peu basique, mais dans un premier temps, ça sera la semaine prochaine, je vais m'intéresser à ce que j'ai appelé la naissance du paysage. Donc là, ça serait plutôt historique, même si les questions et les thèses, les 3 thèses que j'ai développées, je vais essayer de les montrer, je dirais, sur le vif même, c'est-à-dire montrer qu'à la naissance même du paysage, on voit déjà cette théorisation. Alors, je vais commencer en fait avec deux exemples, j'étudierai 2 exemples. Le premier, c'est un texte de Pétrarque, donc poète italien, pré-renaissant, hein, bon, ce qu'on appelle Trecento, etc. Bon, avec Dante et Boccaccio, c'est un des grands poètes qui au fond, applique la poésie provençale à l'Italie, discours sur l'amour courtois, etc. Poète très important, mais ce qui m'intéresse chez lui, enfin, comme vous savez peut-être, il a été exilé, hein, pour des raisons religieuses, etc. Et donc, il a vécu la plupart du temps en Provence. Hein, il a publié au XIVe siècle un texte qui s'appelle l'Ascension du Mont Ventoux. L'Ascension du Mont Ventoux. Où il a fait l'ascension du Mont Ventoux, il a décrit cette ascension. Et c'est le premier texte dans la littérature européenne, en tout cas, parce que comme je n'ai aucune connaissance des littératures non européennes, c'est-à-dire arabes ou orientales, etc., enfin, bien évidemment, j'ai lu des choses, mais en tout cas, philosophiquement, je ne pourrais pas dire. Et on sait, enfin, si j'en parlerai, parce que je vais parler quand même de François Julien, qui est un spécialiste du Japon et de la Chine, qui a beaucoup écrit sur le paysage chinois, donc je ferai une séance quand même sur le paysage asiatique, chinois, pour voir un peu les différences. Et là, il y a des textes bien antérieurs à Pétrarque. Alors, dès le 6e, 7e siècle, en Chine, on a des textes sur le paysage. Donc, ils avaient une sensibilité au paysage qui était plus précoce, mais assez différente, on le verra. Donc, je m'intéresserai à ce texte de Pétrarque, hein, l'Ascension du Mont Ventoux, et on essaiera de voir, au fond, ce qu'il dit, hein, pour quelles raisons, hein, et les conclusions qu'on pourra tirer de ce paysage, et de cette description en fait, de paysage. Et le deuxième exemple, donc, ça sera Patinir. Donc le peintre hollandais, qui est l'un des premiers, bon, pour moi c'est le premier, vraiment peintre paysager, parce que bien évidemment on a des micro-paysages, même dans les fresques romaines, on a des esquisses de paysages, etc. Mais bien évidemment ce n'est pas la scène centrale, c'est toujours à l'arrière-plan, le premier plan est toujours une scène occupée par des individus, donc même sur des poteries grecques, on a des sortes de simili-paysages, mais ce n'est pas véritablement... Le paysage n'est pas l'objet du tableau. Avec Patinir, le paysage, c'est l'objet du tableau. Alors, il n'y a pas que lui, à son époque, il y en a plusieurs, mais c'est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les premiers paysages sont des paysages imaginaires. C'est ça qui est très intéressant, ce ne sont pas des paysages réalistes. Les premiers paysages ne sont pas des paysages où les peintres ont commencé à peindre, au fond, ce qui les environnait. Ils ont d'abord commencé à peindre des paysages qui sont des paysages imaginaires. Toujours cette théoria, hein, qu'on verra, c'est-à-dire que c'est toujours un regard à distance. Au lieu de peindre ce qui est proche, d'emblée, ils peignent toute autre chose. Donc ça, ce sera la première partie. Donc la première partie, au fond, ça sera un peu sur cette invention du paysage. La deuxième partie, je vais envisager différentes théories du paysage qu'ont développé différents penseurs, et je vais essayer de voir, au fond, ces différentes approches du paysage. Bon, j'en ai sélectionné 6 ou 7. Je ne sais pas si je m'occuperai de tous, mais enfin, certains vont être quand même essentiels. Donc, je vais parler d'abord de deux Allemands. Simmel, qui était en fait un philosophe sociologue allemand fin 19e, début 20e. Donc c'est un petit texte que vous trouvez dans un ouvrage qui s'appelle La tragédie de la culture, et donc il y a un texte sur le paysage qui est très intéressant. Le second, c'est Ritter. Je croyais l'avoir amené, mais je l'ai oublié. Bon, je le mènerai la prochaine fois. Johannes Ritter, donc lui c'est un philosophe contemporain,
et qui a écrit un texte sur le paysage qui est très intéressant, et qui est d'ailleurs celui dont je m'inspire, parce que c'est lui qui met véritablement en lien la naissance du paysage et la question de la théorie, de la théoria, du regard. Le regard que l'homme porte sur le monde, et comment le paysage, au fond, avance parallèlement avec le regard scientifique. Et même si, d'ailleurs, avance parallèlement et sert à, j'ai employé le terme de compenser, ou de réagir à, c'est-à-dire à rééquilibrer, au fond, ce rapport qui va trop vers une sorte de désenchantement rationaliste et qui est compensé par une sorte d'expression esthétique. Après, je m'intéresserai à deux théoriciens français. Donc Alain Roger, qui a écrit beaucoup sur le paysage, notamment Nu et paysage et court traité du paysage. C'est un auteur assez important. Maintenant, il a la retraite. Il a longtemps enseigné l'esthétique à l'université Clermont-Ferrand. Donc Alain Roger. Et lui, il a une théorie très intéressante du paysage, puisqu'il distingue paysage in situ et paysage in visu. C'est-à-dire paysage dans le site. C'est-à-dire que le paysage, c'est à la fois un site aménagé, et le paysage, c'est aussi dans le regard de celui qui, au fond... Ce qui fait qu'il peut y avoir des paysages naturels qui n'ont pas été aménagés. Bien évidemment, par exemple, les paysages, les vues de Mars sont pour nous des paysages in visu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui a transformé le paysage de Mars. Alors même si ça arrivera peut-être, parce que, il suffit d'entendre Elon Musk, peut-être qui envisageait les transformations du paysage martien, enfin déjà des voyages... et déjà du tourisme sur Mars. Donc, qui dit tourisme dira sans doute consommation de paysages. Donc, je vais parler d'Alain Roger, donc, et surtout de sa distinction in visu, in situ, dans le site et dans le regard. Et ensuite, je parlerai de François Julien. Et je m'intéresserai justement à un livre très intéressant qui s'appelle Vivre de paysage. Et François Julien, vous le connaissez peut-être parce que c'est un grand spécialiste de la Chine et du Japon. Il a beaucoup écrit de livres sur la Chine et sur le Japon. C'est un philosophe. Et très souvent, d'ailleurs, et de manière un peu trop systématique à mon goût, il oppose vision occidentale et vision orientale sur les questions de l'éthique, du monde, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans Vivre de paysage, il fait appel à beaucoup de peintres chinois, mais aussi à des philosophes chinois qui ont écrit sur le paysage, et ils montrent un peu les différences entre l'appréhension asiatique, orientale, chinoise, et l'appréhension occidentale. Mais je nuancerai, parce qu'au fond, j'essaie de vous montrer que dans la tradition occidentale, on trouve au fond des visions qui relèveraient de ce que Julien appelle la vision chinoise. Et je vous montrerai par exemple chez Cézanne, enfin ce que Julien décrit du paysage chinois, c'est exactement le rapport que Cézanne a à la montagne Sainte-Victoire ou au paysage provençal. Donc, à mon goût, François Julien exagère très souvent les différences Occident-Orient, alors que, déjà, historiquement, il y a eu de nombreux passages. Même la philosophie grecque est peut-être un transfert culturel, comme on dit de nos jours, de l'Inde vers la Grèce antique, ce qu'on appelait les gymnosophistes, donc des savants qui étaient nus. Le gymnastique, ça veut dire pratiquer, être nu. Donc, ce qu'on appelait les gymnosophistes. Donc, il y a eu des transferts comme ça. Et au fond, quand je parlais de Montaigne, voilà un Chinois européen. Alors, parce que tout ce que Julien décrit, c'est quasiment la vision qu'a Montaigne de son environnement, du monde, etc. Donc, tout en montrant les différences entre vision asiatique du paysage, vision occidentale du paysage, j'essaierai de nuancer et d'objecter, très amicalement à François Julien, le fait qu'il exagère parfois à l'excès le contraste pour différentes raisons, sans doute une raison éditoriale, parfois les raisons mesquines ne sont pas forcément les secondaires, parce que bien évidemment, si on dit que c'est à peu près la même chose, c'est beaucoup moins intéressant que si on dit « Ah oui, mais eux, ils pensent comme ceci, nous, comme cela, etc. » Tout de suite, ce contraste est beaucoup plus saisissant. Après, je m'intéresserai à un penseur américain, Jackson, Brickenhoff Jackson. Et lui, c'est intéressant parce qu'il a développé au XXe siècle l'idée de paysage ordinaire ou vernaculaire.
vernaculaire, c'est-à-dire de paysage qui appartient au lieu et à l'environnement local. Hein. Et c'est le premier qui introduit l'idée que le paysage n'est pas que spectaculaire, que le paysage n'est pas qu'esthétique, n'est pas que pittoresque, n'est pas que grandiose, etc., mais que le paysage, c'est aussi tout ce qui nous entoure, notamment les paysages ordinaires. Et donc je m'intéresserai à Jackson pour essayer aussi de penser l'idée d'ordinaire et de paysage. Parce qu'au départ, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que pour nous, et on le voit dans la tradition picturale et dans la tradition littéraire, le paysage est d'abord extraordinaire. On voit bien, dès le premier texte de Pétrarque, ce Mont Ventoux, personne n'en a fait l'ascension, etc. Enfin, il en fait l'ascension et surtout il le décrit, et il y a là une élévation, enfin, il y a quelque chose de sublime dans le rapport au paysage. Et même encore au XIXe siècle, au XXe siècle, quand on regarde la production picturale des surréalistes ou d'autres, de Max Ernst, etc., c'est encore un paysage qui reste un paysage spectaculaire, un paysage édifiant, un paysage qui doit, au fond, nous surprendre, nous élever, nous ébahir, etc. Alors que Jackson, lui, s'est intéressé aux États-Unis, notamment au paysage ordinaire, c'est-à-dire au paysage de la campagne, au paysage, enfin voilà, ce qu'il appelle le paysage vernaculaire, c'est-à-dire le paysage local. Oui, oui, industriel et naturel. Oui, oui. Même par exemple le paysage des banlieues, etc., de la ville. Donc, alors ça m'amènera à ma troisième partie, qui elle sera justement consacrée au rapport entre art et paysage, puisque j'ai quand même dit que le paysage était quand même une notion esthétique, donc voir comment au fond l'art s'est emparé du paysage. Et justement, je m'intéresserai d'abord au paysage ordinaire, urbain. Car bien évidemment, quand on parle de paysage, on entend ou on voit d'emblée le paysage naturel, ou le paysage rural, ou le paysage désertique, etc. Mais bon, globalement, l'humanité sur Terre est urbaine. Hein. Depuis 10 ans, plus de la moitié des humains vivent dans des villes. Globalement, les grandes transformations du territoire, c'est les transformations urbaines ou périurbaines. Et donc, depuis une trentaine d'années, quand même, des gens se sont intéressés au paysage urbain. Hein. Que ce soit d'ailleurs des écrivains, des théoriciens, comme Jackson, par exemple. Donc, dans cette troisième partie, je m'intéresserai d'abord au rapport entre nature, culture, par rapport au paysage, paysage rural, paysage urbain, paysage extraordinaire, paysage ordinaire, etc. Ensuite, je m'intéresserai, une marotte, c'est au jardin, hein, au rapport entre paysage et jardin, parce que bien évidemment, quand on parle de rapport esthétique au paysage, bien évidemment, on peut faire référence à des artistes, des photographes, des peintres, des cinéastes, hein, qui produisent des paysages. Mais bien évidemment, nous-mêmes, nous produisons du paysage. Et nous pouvons produire des micro-paysages qui sont les jardins. Et donc, je m'intéresserai au XVIIIe siècle, et notamment au paysage anglais et au paysage français, et un livre de René-Louis de Girardin, qui était un grand théoricien du XVIIIe siècle, qui s'appelle « De la composition des paysages », qui est en fait de la composition des jardins. Donc je m'intéresserai à l'art des jardins, parce que dans le jardin, bien évidemment, il y a une manière de créer son propre paysage, et justement, je m'intéresserai à 4 types de jardins différents, le jardin anglais, le jardin français, le jardin italien, le jardin baroque, et le jardin japonais, le jardin zen, pour montrer les rapports différents au paysage dans le rapport que l'on a aussi au jardin. Parce que dans le jardin, bien évidemment, on peut être soi-même un aménageur, même si le terme n'est pas très beau, de son paysage. Et puis le dernier point sera le rapport entre paysage et ambiance. Parce que, si vous vous rappelez ma troisième thèse, au fond, le paysage reste théorique, parce que le paysage, même s'il produit une jouissance, même s'il produit un sentiment de participation à ce qui nous environne, bien évidemment, et c'est pourquoi d'ailleurs je l'indiquais, l'écologie utilise la représentation du paysage, soit du paysage en majesté, soit du paysage dégradé, pour susciter cette adhésion des individus à leur environnement et pour susciter leur volonté de défendre et de protéger leur environnement. Donc il est de bonne guerre que la sensibilité écologique soit d'abord une sensibilité au paysage pour... faut
voilà, les enfants, on leur fait ramasser les papiers, etc., dans la nature, etc., pour préserver le paysage. Donc ça commence déjà par une sensibilisation esthétique. Mais je l'ai dit, me semble-t-il, la sensibilité esthétique reste une sensibilité de l'écran, même si elle ne passe pas par un écran, de la distance, de l'intermédiaire entre moi et l'environnement. C'est-à-dire que la représentation esthétique est toujours une reproduction de quelque chose, qui peut être une fenêtre, qui peut être une vitre transparente, qui peut même avoir des effets sur notre représentation ensuite du paysage réel, ce qu'Alain Roger justement nomme artialisation. C'est-à-dire qu'à force d'avoir vu de beaux paysages, lorsqu'on regarde la campagne, en fait, on transfère notre goût esthétique produit par l'art sur le paysage naturel. Donc on artialise, au fond, la nature. Donc à force de voir la montagne Sainte-Victoire peinte par Cézanne, mais quand on va à Aix-en-Provence, évidemment, on regarde la montagne Sainte-Victoire d'une manière différente parce qu'on projette, au fond, cette sédimentation culturelle en nous sur ce que l'on voit. Donc bien évidemment, le paysage est quand même une manière de participer à notre environnement. Mais l'idée que je développerai, c'est que c'est une manière incomplète, que c'est une participation qui est une simulation. Et au fond, bon, même s'il y a des artistes dans la salle, etc., au fond, j'irai jusqu'à développer l'idée d'un nécessaire dépassement de l'art. C'est-à-dire que l'art est une pratique qui a voulu compenser cette séparation entre l'homme et l'environnement, mais qui peut inventer tous les dispositifs qu'elle veut, immersif, participatif, installation, etc., elle restera bloquée par cette distance qu'elle ne pourra pas, au fond, réduire, même si elle veut changer la vie, même, au fond, se fondre dans la vie. Il me semble que le rapport esthétique que l'on a au paysage ne peut pas opérer cette réconciliation. Ce qui peut l'opérer, c'est ce que j'appelle ambiance. Et donc, c'est pour ça que la dernière partie parlera du paysage, de l'ambiance, avec l'ambiance, c'est-à-dire avec une culture des atmosphères, des ambiances, de ce qui nous environne. Et l'art, d'ailleurs, peut nous aider à cette culture de l'ambiance. C'est-à-dire, l'ambiance, au fond, c'est un rapport affectif à notre environnement, à tout ce qui nous environne. Et il me semble que l'art peut être un biais pour produire cette culture affective de l'environnement. On peut même, et très souvent elle l'est, avec les exemples que j'ai indiqués, mais il me semble que si l'on veut véritablement, et je crois que là est, en tout cas ce serait mon but en tant que philosophe et en tant que citoyen, si on veut d'une certaine manière dépasser la scission qu'a produit la technoscience entre l'homme et son environnement, et réconcilier l'homme avec son environnement, on a plusieurs solutions. Il y a la solution ethnique, c'est-à-dire au fond, mais je crois qu'elle est impossible. Ce que j'appelle la solution ethnique, c'est bien évidemment se dire, oui, mais d'autres personnes n'ont pas subi cette scission, tribus amazoniennes, etc., tribus africaines. Donc la solution, c'est bien évidemment d'adopter leur point de vue. Je pense que c'est impossible, et tous les travaux anthropologiques l'ont montré. L'anthropologue, même s'il est dans une immersion totale participative, comme dit Clifford Geertz, un anthropologue, jamais ne parviendra à la vision du monde des autochtones, etc. Donc pour nous, occidentaux, au fond, il y a un fantasme qui est celui de l'immersion dans une autre culture qui nous permettrait de guérir, au fond, ces blessures, ce schisme, au fond, que la modernité technoscientifique a produit entre nous et notre environnement, pas qu'entre nous et notre environnement, entre nous et les autres, entre nous et nous-mêmes. C'est pas que... donc il y a ce fantasme-là. Ça a été un fantasme très important. Ça a été celui de Gauguin qui part en marquise, etc. Celui d'ailleurs du père d'Augustin Berg. J'ai amené un livre d'Augustin Berg, donc, qui est un sinologue, donc un spécialiste de la Chine. Son père, lui, est un des premiers traducteurs du Coran, s'intéressait au soufisme, etc. Bien évidemment, l'Occident a toujours la tentation, voyant au fond l'impossibilité de dépasser l'impasse dans laquelle elle est, d'aller chercher vers des traditions autres. Je pense que c'est encore une autre impasse. Il y a eu, bien évidemment, l'expérience esthétique qui vise à
avoir un autre rapport au monde qui n'est pas le rapport utilitaire, le rapport technoscientifique. Au fond, le monde n'est pas envisagé comme un calcul, le monde n'est pas envisagé comme du mathématisable, mais le monde devient quelque chose qui résonne, qui vibre en nous, et l'art doit nous faire sentir, au fond, cette joie d'être au monde, etc. Très certainement. Mais je crois, de plus en plus, que la pratique artistique, en tout cas occidentale, notamment paysagère, elle est bloquée, en fait, par ses présupposés. Elle ne voit pas qu'elle est elle-même le produit de cette culture technoscientifique et qu'elle n'en est, au fond, que la manière compensatrice qui vaut mieux qu'un monde désenchanté, hein, que l'angoisse des espaces infinis, comme dit Pascal, hein, bien évidemment, mais qui, d'une certaine manière, ne pourra pas réconcilier l'homme à son environnement. Donc, j'ai essayé de penser une troisième voie, hein, qui ne soit ni la voie esthétique, ni la voie ethnique, hein, troisième voie que je nommerais justement une nouvelle sensibilité à l'environnement, mais qui n'est pas celle de l'écologie telle qu'on la pratique de nos jours. Parce que l'écologie telle qu'on la pratique de nos jours, fondamentalement, reste encore, me semble-t-il, et majoritairement prise dans le calcul. C'est-à-dire prise dans une vision d'ingénieur, hein, etc. Et elle est sur les mêmes bases théoriques, sur les mêmes bases philosophiques, que ce qu'elle essaie de combattre et dont elle voit les dégradations fondamentales, pollution, etc., dégradation du corps, de la santé, de l'environnement, du paysage et autres. Donc c'est pour ça que dans la dernière partie, si j'ai le temps d'arriver jusque-là, parce que très souvent j'ai l'habitude de ne pas finir le programme que j'ai proposé, mais j'essaierai quand même de ce que j'appellerais ambiance. Ce serait un tout autre rapport au monde, enfin un tout autre rapport au monde. En fait, c'est un rapport au monde que nous avons déjà. Sauf qu'il est recouvert par d'autres rapports et il n'est pas cultivé en tant que tel. Et ce rapport-là est un rapport de participation immersive à ce qui nous entoure, qui ne passe pas par le biais de la représentation esthétique. Et qui ne passe pas par le biais de la jouissance esthétique, qui veut aller vers là, hein, qui, sans doute, et je le montrerai avec les peintres romantiques, notamment Carus, hein, qui est moins connu que Friedrich, et qui parle toujours de Untergehen. Il faut se fondre dans. Hein, il faut, au fond, le peintre veut se fondre dans la nature, se fondre, etc. Mais bon, ce qu'il produit, c'est quand même un écran, hein, c'est un tableau. Hein, donc, pour se fondre, autant déchirer le tableau et véritablement entrer dans le paysage. Et j'en parlerai avec le land art, par exemple, hein, Smithson ou autre, hein, où il y a des pratiques qui veulent mettre fin à cet écart et qui veulent réconcilier l'homme en son environnement, par exemple en créant des œuvres in situ, dans les lieux eux-mêmes, comme Robert Smithson, le grand artiste américain que j'aime beaucoup, et je vous montrerai peut-être certains de ses travaux, et il y a cette idée-là, mais il me semble que cette perspective-là, au fond, est un peu aporétique. Oui, c'est-à-dire c'est une aporie, c'est-à-dire c'est comme une impasse. On peut pas, c'est un blocage, quoi. Poros en grec c'est le passage, donc aporie c'est le passage bloqué, quoi. Donc c'est une sorte de blocage. Et la preuve d'ailleurs, c'est que si elle était véritablement un frein à ce développement technoscientifique, il aurait freiné. Or visiblement il ne freine pas. Donc au fond la compensation paysagère est l'expression qu'avait employée Rousseau, qui pour moi est un génie littéraire et philosophique, il parle de guirlandes sur des chaînes de fer. Ça, au fond, le paysage, c'est la guirlande sur la chaîne de fer techno-scientifique. C'est-à-dire l'aménagement de notre monde est techno-scientifique, et comme on ne supporte pas cette chaîne de fer, hein, ou cette cage de fer, comme dit Max Weber, alors on la peint de couleur. Mais bon, une chaîne de fer colorée, ça reste quand même une chaîne de fer. Donc l'esquisse de solution, c'est de penser un autre rapport à l'environnement qui ne soit ni le rapport froid technoscientifique, ni le rapport esthétique qui en soi, bien évidemment, le week-end dernier, j'étais dans un musée, je sais pas, et moi-même, je jouis de paysages, etc. J'achète des livres de photos, etc. C'est pas la question, c'est pas une question personnelle, etc. Si j'essaie d'envisager, au fond, le problème de manière plus théoria, c'est-à-dire voilà, de voir un peu.
Donc le troisième point, ce serait au fond d'essayer de repenser ce rapport de participation, que d'ailleurs, qui est maintenu, hein, qui n'a pas été totalement effacé par la sphère technoscientifique, ni par la simulation esthétique, hein, qui existe encore dans le rapport que l'on a dans son environnement immédiat. Et pour montrer au fond ce que je nommerais ambiance, c'est-à-dire un rapport de vibration, de résonance de l'homme avec son environnement, je parlerai de Montaigne à la fin de ces longues séances, parce qu'il me semble que Montaigne, et les essais de Montaigne, fin 16e, c'est au fond le dernier texte dans l'histoire de la littérature et de la philosophie occidentale qui est écrit avant ce monde-là. Après, tous les auteurs, par exemple comme Pascal, comme Descartes, que ce soit les écrivains Diderot, Rousseau et autres, ils ont pris acte des transformations de ce monde-là. Ils ont pris acte de la puissance du rationnel qui détermine ce qu'est le monde par des lois, par des calculs, par des avancées techniques qui montrent qu'ils ont raison. Hein. Donc ils ont pris acte de cela. Ils savent que maintenant, ce monde, c'est ce monde-là. Monde infini du calculable, l'univers mathématisable, c'est ce monde-là. Mais Montaigne, il vit dans un monde qui n'est pas ce monde-là, qui n'est pas encore ce monde-là. Et quand il décrit son rapport à l'autre, quand il décrit son rapport à son environnement à lui, sa maison, les gens qu'il rencontre, à son territoire, etc., il me semble que ce qu'il décrit, c'est ce que j'appelle ambiance. C'est-à-dire c'est un rapport de vibration, hein, de l'homme avec ce qui l'entoure, hein, et qui, certes, perdure hein, de nos jours, mais qui n'est ni le rapport, vous voyez, technoscientifique, ni le rapport, au fond, le rapport esthétique. Alors, je vais juste vous donner peut-être une bibliographie, puis je vais m'arrêter là, parce qu'une heure que je parle. Alors, la littérature est pléthorique. Alors, je vous ai donné quelques citations que je commenterai d'ailleurs la prochaine fois, ou tout de suite, enfin, si vous voulez, lors de la discussion. Bon, en fait, c'est un peu les auteurs dont j'ai parlé. Alors, dans l'ordre, donc j'avais parlé de Simmel. Donc, si ça vous intéresse, hein, si vous voulez, comme ça... Parce que moi, bon, cours, c'est juste, au fond, une armature, hein, c'est un squelette, etc. Après, vous en faites... vous l'appropriez, si ça vous donne l'envie de poursuivre, etc., vous pouvez aller voir ces auteurs. Donc Simmel, en fait, le texte sur le paysage est dans un recueil qui s'appelle La tragédie de la culture. La tragédie de la culture, c'est en poche, hein, chez Payot Rivage. Donc, Joachim Ritter, donc le livre s'appelle Paysage, tout simplement. Et donc ça a été publié aux éditions de l'Imprimeur en 1997. Donc le texte de Ritter, qui pour moi est le texte le plus fondamental. Enfin d'ailleurs le plus corsé philosophiquement, etc. Parce que lui, il va enfin, à la serpe, quoi, un peu. Donc, ensuite, j'ai parlé donc d'Alain Roger. En fait, vous avez deux textes. Donc d'Alain Roger, sa thèse s'appelait Nu et paysage. Nu et paysage. Alors ça doit être difficile à trouver, peut-être en bibliothèque, donc c'était chez Aubier. Et puis celui qui est plus facile à trouver s'appelle Court traité du paysage, en fait, chez Gallimard, qui est un très, très beau livre. Ensuite, ah oui, alors Augustin Berg, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est un géographe spécialiste du Japon et de la Chine, et qui s'intéresse beaucoup au paysage. Il a publié un livre qui s'appelle Les raisons du paysage, chez Azan en 1995. Et puis un collectif qui s'appelle 5 propositions pour une théorie du paysage. 5 propositions pour une théorie du paysage. C'est chez Champvallon. Donc, et lui, comme Julien, il a le double regard, c'est-à-dire le regard à la fois occidental et le regard oriental. Parce qu'en fait, il a fait sa thèse au départ sur l'espace de l'île d'Hokkaido, au Japon, donc l'île du nord du Japon, où il n'y a pas de rizière. Et donc, il s'est intéressé à ce paysage japonais un peu particulier, qui est un paysage sans rizière. Hein, et que les Japonais trouvent justement laid parce qu'il n'y a pas de rizière. Et lui s'est intéressé justement à ces valeurs esthétiques, le laid, le beau, etc.,
par rapport à un paysage qui rentre dans des catégories culturelles comme pour le japonais, un beau paysage, c'est un paysage où il y a des rizières. S'il n'y a pas de rizières, comme au Kaido, il y a des vaches, des prés, etc. Pour nous, ce serait très beau. Il dit que ça ressemble à la Suisse, donc on trouvait ça plutôt plaisant et plutôt joli. Mais les Japonais trouvent ça très, 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 très laid. Donc il y a François Julien, donc Vivre de paysage aussi, qui est un texte intéressant, facile à lire, un peu polémique, parce que très souvent il oppose justement tradition occidentale et tradition orientale. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, un texte de Jean-Marc Besse, qui est un géographe, enfin un philosophe géographe, s'appelle Le goût du monde, exercice de paysage. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je vous donne, si l'hiver est bientôt arrivé, donc comme ça, pour les longues nuits d'hiver. Mais alors, Besse, c'est plutôt... c'est-à-dire, dans ce que je vous ai donné, il y a plutôt, je dirais, ceux qui affirment des thèses, comme Ritter, comme Simmel, comme Berck, et ceux qui sont plutôt des compilateurs, c'est-à-dire qui résument, qui synthétisent. Besse, c'est plutôt ce type-là, c'est-à-dire on ne va pas lire des choses nouvelles, etc. Par contre, notamment le premier article qui s'appelle Les 5 portes du paysage, d'ailleurs dont je vous ai donné des extraits, c'est souvent un bon vulgarisateur. Enfin, il va présenter un peu les problèmes. Pardon? Ah oui, Jackson, oui. Est-ce que je l'ai amené Non, je ne les ai pas amenés là. Alors, oui, Jackson, vous avez deux. Le livre principal s'appelle À la découverte du paysage vernaculaire. À la découverte du paysage vernaculaire. Non. Oui, oui, c'est écrit en anglais, oui. Non, je ne connais pas le titre en anglais, mais ça doit être Vernacular Landscape. Ouais. Donc ça, c'est publié chez Actes Sud, donc en 2003. Et il y a un petit texte aussi que j'aime bien qui s'appelle De la nécessité des ruines, de 2005, toujours donc de John Brickenhorst Jackson, De la nécessité des ruines. Et là, c'est aux éditions du Linteau. Aux éditions du Linteau, 2005.